Est-ce que vous utilisez systématiquement la containerisation? Jérémy Janson, Microsoft MVP, nous met en garde et souligne les risques de sécurité. Nous verrons ses recommandations et les solutions alternatives. Extrait de notre table ronde de janvier, devdevdev.net, c'est parti. Je reçois donc Jérémy Janson, Microsoft MVP, catégorie développeur technologique depuis 2010 et auteur du blog bugshunter.net. Et toi, tu voulais nous parler de Docker, enfin de containerisation, quoi. Ouais, enfin de l'anti-conteneurisation, on va dire presque. De l'anti. Non, mais avant que je me fasse bâcher, je le dis tout de suite. Oui. Non, non, alors, soyons clairs, hein. Donc, moi, j'adore les conteneurs. Enfin, pas vraiment les conteneurs, je préfère l'orchestration. C'est peut-être une maladie que j'ai du fait de Workflow Foundation et d'ancienne époque. Donc, moi, je suis plus fan de Kubernetes finalement que de Docker et des runtime. C'est comme ça. Soyons clairs. Aujourd'hui, pourquoi je voulais en parler? Parce qu'en fait, il y a un très gros souci quand on me parle de conteneurisation. Euh, je vais faire une mauvaise blague, je la fais tout le temps. Je suis désolé, je me sens obligé de la faire encore une fois. 42. 42, voilà. Alors aujourd'hui, quand on me parle conteneur, j'entends 42 tout le temps. 42, 42, 42. La réponse universelle à toutes les questions possibles et imaginables, c'est 42. Et ben les gens ils me disent conteneur, ils me disent Docker tout le temps. Et ça commence à m'agacer parce qu'en fait, il y a des contextes dans lesquels il faut surtout pas conteneuriser. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dans une démarche qu'on veut, dans beaucoup de cas, DevOps ou DevSecOps, pour employer le terme qu'aujourd'hui les gens commencent à apprécier de plus en plus, dans un contexte DevSecOps, on va beaucoup auditer les images. On audite les images avant de créer des conteneurs et avant que ça arrive sur un cluster. Voilà, il y a une vraie tendance. Sur les conteneurs, depuis 2013-2014, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont à fond dedans, donc qui font ce genre de travail d'audit des conteneurs pour s'assurer que sur leur cluster n'arrive absolument qu'un produit, on va dire, dangereux, contenant des failles critiques ou pouvant avoir un impact négatif sur le reste du cluster. Euh, Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on parle de conteneurs, on ne parle pas du petit Docker qu'on met à la maison ou du petit truc qu'on met pour aller Home Assistant. On parle d'une vraie solution avec de la mise à l'échelle, à différents niveaux, horizontal, vertical, pour avoir de la puissance, pour avoir du nombre d'instances, pour avoir quelque chose qui poutre, hein, avoir de la vraie perf. Le seul problème, c'est que ces images, on les audite souvent à l'entrée, et puis 6 mois après, on les oublie. C'est un vrai cauchemar. Donc vous avez beaucoup de plateformes qui se disent DevOps, DevSecOps, où vous avez des conteneurs qui sont déployés, qui n'ont pas bougé depuis des mois, qui sont pleins de failles de sécurité. Et qui, Mhm. si demain devait être audité, ne rentreraient plus dans le cluster. Voilà, c'est comme Mhm. ça, c'est un fait. Alors, c'est ce pourquoi je souhaitais présenter aujourd'hui un sujet qui est bête, c'est que il y a des conteneurs en fait qui devraient jamais rentrer dans notre cluster. Jamais, jamais, jamais. Pour la première raison que je viens d'évoquer, qui est une raison de sécurité, et pour la deuxième, qui est un petit peu différente, mais qui aujourd'hui est importante, c'est une question de coût. Parce que les conteneurs, on a beau dire, ça représente un coût à plusieurs niveaux, euh, et certaines solutions n'ont pas besoin d'être conteneurisées. Alors j'ai des exemples qui sont simples, qui vont être parlants aux plus anciens, aux plus expérimentés. Vous avez la bonne vieille application statique, le site institutionnel, qui a peut-être 10, 20, 30, 40 pages qui se battent en duel, mais Mhm. qui bouge jamais. Qui bouge jamais. Donc c'est un côté qui est super sympa, mais ces applications, vu qu'elles sont rarement mises à jour, vous ne mettez pas à jour l'image qui est en dessous. Résultat, potentiellement, je sais pas, ça peut être n'importe quelle distribution qui est en dessous, qui au bout de 3 4 mois, va peut-être avoir une faille de sécurité. Ouais. Votre application qui est jamais mise à jour, en fait, vous n'avez jamais patché et vous n'allez jamais faire la montée de version de l'image qui est en dessous. Résultat, vous avez un beau site statique qui est super, qui est sympa, mais qui potentiellement présente un risque. Et je tiens à rappeler aux personnes qui nous écoutent que potentiellement, quand vous êtes dans un domaine des conteneurs, une application qui présente un risque sur un conteneur, enfin sur un cluster Kubernetes,
c'est potentiellement l'ensemble du cluster qui est en danger. C'est très important. Parce qu'au-delà de ces simples applications dites statiques ou qui vont être très peu mises à jour dans l'année, vous avez un deuxième problème, qui est aussi un autre type d'application qui ne devrait jamais, jamais, jamais rentrer dans un cluster. Euh, Ces bonnes vieilles applications qui s'exécutent avec le monte-route. Alors, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Et quand elles sont présentes sur le cluster, potentiellement, vous pouvez arriver à des failles de sécurité que vous ne suspectez pas. Il y a une règle en termes de sécurité quand on parle de conteneurs qu'il faut comprendre. Une petite phrase que les gens aiment se rappeler, c'est qu'un conteneur ne contient pas. Ça, c'est un sujet qui doit être clair pour tout le monde. C'est pas parce que c'est dans un conteneur que c'est bloqué que ça va rester à l'intérieur. Potentiellement, votre application peut faire des choses sur le reste du réseau. Voilà. Elle peut même faire des choses sur elle-même. Et la chose la plus folle, et que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé un certain nombre de bouquins sur la sécurité des conteneurs, c'est qu'un conteneur peut lui-même modifier une image qui est déployée sur le cluster. Elle est censée être immuable. Par contre, s'il y a un problème de sécurité, si vous avez un conteneur qui s'exécute avec des privilèges routes, il peut très bien modifier des images sur votre cluster, créer ce qu'on appelle des pods statiques. Donc typiquement, vous pouvez avoir une application qui s'exécute sur votre cluster que vous ne voyez même pas, parce que certaines applications ne les voient pas sur le cluster, il faut en avoir conscience. Et là, vous commencez à avoir des dangers. Donc l'application statique qu'on met rarement à jour, les applications qui ont des privilèges routes, c'est deux types d'applications qu'il faut vraiment, vraiment ne pas conteneuriser, parce que vous allez créer des problèmes. Et il y a un troisième type, ah ça je ne m'attendais pas du tout à le voir en fait. Troisième type d'application, euh, c'est les applications qui ont été développées par un développeur qui a fait du JS. Il a découvert JS comme ça sur le tas, et il n'utilise pas un vrai serveur web. Donc il va baser son application sur un conteneur Linux quelconque, qui lui plaît bien, qui marche bien. Par contre, il utilise des modules qui sont fournis par Node. Ces modules sont des modules JS pour des serveurs web qu'on va utiliser uniquement en développement sur son poste. Sauf que par magie, eh ben, ces modules, ils servent à exposer un serveur web sur Internet. Alors jamais, 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 jamais. Alors les gens me disent à chaque fois que j'aborde ce sujet-là, oh non mais tu rigoles. Alors moi au tout début des années 2000, quand j'ai commencé à travailler, oh, François, tu rigoles pas tout de suite, tu hurles pas. J'ai vu du ESI PHP. Et du ESI PHP, il y avait beaucoup d'entreprises qui en avaient chez elles pour de la prod et pour exposer des applications web sur Internet. Bon, le plus beau, c'est la petite parenthèse, ils appelaient ça du LAMP. Alors, on se rappelle que le PHP, ça marchait sous Windows. Donc, quand on dit LAMP, qu'on fait du PHP sur un Windows Server, waouh, enfin, c'est l'enfer. Arrêtons la parenthèse. Mais il y a des applications aujourd'hui qui sont containerisées qui, en leur sein, ne contiennent pas des vrais serveurs web, mais contiennent des solutions qui n'ont vocation à être que sur un poste de développement. Les gens qui font du JS, en plus, normalement, aujourd'hui, sont censés bien savoir, on a nos dépenses de développement, on a nos dépendances qui sont c'est pour les livrables, qui ont vraiment deux vocations différentes. Un script ou une solution qui, normalement, dans la partie développement, qui finit livré dans le conteneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, en termes de sécurité, Ouais. c'est inimaginable. Alors, on a aussi d'autres catégories. C'est deux catégories qui vont suivre, c'est deux catégories qui font plus râler aujourd'hui, tant pour les développeurs Java que pour les développeurs .NET. Pourquoi je dis les deux? Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur ces plateformes-là, il ne faut pas se leurrer. Un des principaux problèmes qu'on résout quand on fait de la conteneurisation, c'est la gestion des dépendances. Aujourd'hui, développeur .NET, avoir un environnement, c'est simple, c'est rapide. On appuie sur 3 boutons, ça y est, on a une application, on livre avec toutes nos dépendances, et ça règle, je ne vais pas dire tous les problèmes, mais en tout cas, c'est simple. On n'a pas de souci de déploiement. La conteneurisation est là pour nous aider à faciliter le déploiement. Si vous avez une techno qui est facile à déployer, il est préférable et beaucoup moins cher d'utiliser du PaaS sur Azure, sur Google, sur ce que vous voulez. Et vous aurez une solution qui, d'une part, sera moins chère, d'une part, sera, comment dire, patché automatiquement, parce que peut-être que vous n'avez pas pensé, peut-être que vos développeurs n'ont pas pensé à mettre à jour les images qu'ils utilisent en base sur le développement. Il y a beaucoup de techno, moi je l'ai vu par le passé, les développeurs sont frileux au fait
de mettre à jour leurs images de base. Les développeurs .NET, un peu moins, parce que de toute façon, on est sur un cycle aujourd'hui qui nous pousse à chaque fois Mm. à aller plus loin, plus vite. Développeurs Java aujourd'hui qui ont un Maven, enfin, comment dire, vous avez Nugget, en face vous avez Maven. Voilà quoi, on a des bonnes technos. On a des bonnes technos, on n'est pas obligé systématiquement de les contenoriser. Si on les conteneurise, c'est peut-être on a du mal à comprendre son serveur, on a peut-être du mal à comprendre son Tomcat, on a peut-être du mal à comprendre des choses qu'on a besoin en plus sur son OS pour que ça marche. Je comprends, on conteneurise. Mais si vos technos, elles sont simples à déployer, je vais prendre l'exemple d'Azure, qui est moi l'exemple que je connais le mieux, hein. Aujourd'hui, ça vous coûte moins cher de prendre une application .NET ou Java que vous déployez sur un pass sur Azure que le déployer dans la KS. Donc les applications qui peuvent déployer facilement sur tout ce qui est static web app sur Azure, tout ce qui est app service, pour tout ce qui est serverless par exemple pour les gens qui veulent les function apps, ça va vous coûter au final moins cher avec plus de sécurité que le déployer à tout prix dans du conteneur. Ouais. Moi, je l'ai vécu au début, ça m'a un peu agacé. D'ailleurs, quand on a fait les app services sur Azure, les gens qui veulent à tout prix pousser un conteneur, je me dis, mince, on est sur du pass et on veut pousser une image de base, alors qu'en fait, on a déjà des plateformes de développement. Je dis encore une fois, .NET et Java, aujourd'hui, c'est devenu simple à déployer. Vouloir à tout prix les mettre dans des conteneurs, si vous n'avez aucune difficulté à identifier vos dépendances, attention, Ouais, attention, ça va vous c'est ça. coûter plus cher. Ouais. Puis, comme tu dis, ça coûte plus cher. Puis au niveau performance, c'est moins bon. Enfin, il y a. Ça va dépendre. On a des très Ouais. bonnes perfs hein, sur du conteneur aujourd'hui. Les problèmes qu'on avait au début sont passés en termes de performance. Moi, j'adore Kubernetes. On fait des trucs absolument géniaux avec Kubernetes. Par contre, moi, Kubernetes, il y a un système d'audit en amont et en aval. Il est Ouais. hors de question d'avoir un cluster où il n'y a pas une audit régulière de ce qui tourne. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de solution d'audit, donc ils ont des applications qui rentrent dans le cluster qui n'ont rien à y faire. François, là, tu nous as mis un lien là, dans les notes de l'émission. Là, c'est sur. Oui, en fait, il y a quelque temps, ma Docker a mis en ligne en fait à libre disposition, alors entre guillemets, des images un petit peu plus durcies, Mhm. qui doit répondre effectivement à un certain nombre de problèmes de sécurité. Alors, ce n'est pas du durci en termes industriels du sens, ce n'est pas de l'immutable, mais ça permet déjà d'avoir un minimum de sécurité, un meilleur suivi des CVE. Comme tu disais effectivement à l'instant, les containers posent un vrai problème et c'est pas nouveau. Tu parlais de la mise à jour des images, ça c'est pas nouveau non plus, les dépendances. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un enjeu et on a toute une série comme ça d'images, entre guillemets, un petit peu plus durcies, en tout cas avec des règles de sécu un petit peu meilleures que par défaut. Mhm. Voilà. Donc ça va aider un tout petit peu, même si ça résout pas tout et ça résout pas effectivement les cas d'usage que tu viens de mettre en avant. Ok. Ouais, Voilà. dans ce contexte-là, c'est bien que tu abordes le sujet parce il y a une vraie dualité sur le sujet du durcissement des images, Mm. puisqu'en fait, pendant des années, on a un Alpine qui a dominé, euh, du fait de Mm. sa taille, du Ouais. fait de ses différences avec la concurrence, du fait qu'effectivement, on n'a pas besoin de système D parce que, à partir du moment où c'est un conteneur, de toute façon, l'orchestration redémarre l'application, donc système D n'a pas besoin d'être présent. On a plein de choses comme ça qui ont été faites dans le sens je réduis les images. Et en fait, euh, en réduisant les images, on n'a pas forcément réduit la surface d'attaque des images. Et en fait, les deux sujets sont souvent chevauchés et on a beaucoup de difficultés en fait à faire comprendre le sujet. Là, j'avais pas prévu le coup parce que effectivement, j'étais plus sur les applications qui n'ont pas de conteneurisé, mais il y a les Allemands de chez SUSE, Rancher, parce que c'est la même maison maintenant, Mm. qui ont fait beaucoup de travail sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup, c'est RKE2 qui servent à effectivement monter un cluster Kubernetes de manière simple, de manière sécure, et avec des images pour l'ensemble du cluster qui répondent à des contraintes justement de sécurité. Pas juste des contraintes de taille d'espace, mais des contraintes de sécurité Mhm. pour s'assurer qu'effectivement on a des solutions d'audit
en permanence, qu'on a des solutions quand on livre de mise à jour automatique les clusters. Les gens qui sont amusés à faire du KubeADM avant que des gens comme Google, comme Microsoft ou Amazon mettent à disposition des clusters complets, l'ont vécu, ils ont vécu tout le côté dramaturgique du je mets à jour des certificats, tout le côté catastrophique du je déploie, je perds un nœud. Aujourd'hui, c'est devenu simple. Mais derrière, les images, il faut savoir que les images font tourner le cluster. Elles ne veulent pas que servir de base à nos applications. Donc aujourd'hui, c'est devenu un sujet qui est super complexe, qui est super large. Moi, je voulais aborder ce sujet aujourd'hui, c'était pour une simple chose, c'est que ce sujet est très large et très complexe. Si vos applications qui font partie un petit peu, donc on a cité des applications que vous mettez un jour, applications statiques, applications qui peuvent être facilement sur du PaaS, attention, quand vous allez mettre le doigt dans le Kubernetes, vous allez mettre le doigt dans un truc, très honnêtement, moi ça fait 5-6 ans que je suis vraiment dedans, que j'adore, mais je peux vous assurer qu'au début, la courbe d'apprentissage, elle était hard, et honnêtement aujourd'hui, elle n'est pas partie pour simplifier. Ouais. Il faut être honnête, c'est comme les gens qui font du .NET ou du Java, il faut être dedans, et tous les 3-4 mois, il faut voir ce qui évolue. Ok, C'est très important. ouais. Ok, bon, merci pour ce warning et puis ces règles de mise en place, de mise en prod des applications. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément.